Monsieur Dubois tenait son téléphone, son visage pâle comme un linge, debout devant sa villa somptueuse sur la côte d'Azur. Le soleil brillait, la mer Méditerranée scintillait au loin, mais tout cela semblait sans importance. Il venait d'apprendre une nouvelle terrifiante. Ses jumeaux, Louis et Sophie, âgés de 5 ans, avaient disparu, enlevés. La police était en route, les sirènes encore lointaines, mais déjà audibles dans son esprit. Un frisson froid lui traversa le corps malgré la chaleur estivale. Puis, le téléphone vibra à nouveau. Un numéro inconnu. Il décrocha, le cœur battant à tout rompre. Une voix, déformée électroniquement, résonna à l'autre bout du fil. Elle exigeait une rançon colossale, une somme à faire pâlir même un homme de sa fortune. La voix était calme, menaçante, et elle précisa qu'il ne devait faire aucun faux pas, sinon ses enfants en subiraient les conséquences. Ce qui glaça le sang de Monsieur Dubois, ce furent les détails. Le ravisseur connaissait l'heure exacte à laquelle les enfants prenaient leur goûter, le nom de leur nounou préféré, et même le petit secret de Louis qui cachait ses jouets sous son lit. Cela prouvait qu'ils connaissaient intimement leur vie. Malgré le choc, une force insoupçonnée l'envahit. Monsieur Dubois répondit d'une voix étonnamment posée. Il demanda des preuves de vie, des photos récentes, des instructions claires pour la livraison de la rançon. Il expliqua, calmement, qu'une telle somme nécessitait du temps pour être rassemblée et qu'il avait besoin de savoir que ses enfants étaient en sécurité. Son calme apparent surprit même le ravisseur, qui sembla hésiter un instant. Monsieur Dubois gagnait du temps. Chaque seconde comptait. Il pensait vite, essayant de comprendre qui pourrait être derrière tout cela. Le ravisseur, un peu déstabilisé par cette réaction inattendue, raccrocha brusquement, promettant d'envoyer un message avec de nouvelles directives. Le silence qui suivit fut assourdissant. Monsieur Dubois sentit le poids de la situation s'abattre sur lui. Ce n'était que le début d'un cauchemar. Il regarda autour de lui. La beauté de sa villa lui semblait soudain vide, inutile. Le destin, parfois, a une manière étrange de redistribuer les cartes. Qui pouvait bien vouloir s'en prendre à cette famille en apparence parfaite? Comment un tel drame s'était-il noué? Le mystère était entier, et l'angoisse grandissait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. La vie de Monsieur Dubois et de sa famille se déroulait à Mougins, un village perché sur les hauteurs de Cannes, en plein cœur de la Côte d'Azur. Cet endroit était le symbole même du luxe et de l'opulence. Le soleil y était presque toujours présent. Les villas somptueuses se nichaient parmi les cyprès et les bougainvilliers, et les yachts immenses remplissaient les ports voisins. Les soirées mondaines se succédaient, rythmées par le cliquetis des verres de champagne et les rires forcés. Louis et Sophie grandissaient dans ce monde doré. Ils avaient des nounous pour chaque heure du jour, des précepteurs pour leur éducation, et tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Pourtant, une certaine distance existait avec leurs parents. Monsieur Dubois et son épouse, Isabelle, étaient souvent absorbés par leurs affaires et leur vie sociale trépidante. Les enfants, bien que comblés matériellement, manquaient parfois de cette présence parentale constante. C'était la vie de la haute société française, avec ses codes, ses attentes et ses sacrifices silencieux. Monsieur Dubois était un homme d'affaires parti de rien. Il avait bâti un empire à force de travail acharné et d'une ambition démesurée. Son obsession pour le succès et l'argent était devenue sa marque de fabrique. Il n'avait jamais compté ses heures, sacrifiant souvent sa vie personnelle sur l'autel de la réussite. Sa femme, Isabelle,
était issue d'une vieille famille noble. Elle avait apporté le prestige et un certain raffinement à la vie de Dubois, mais souffrait, en silence, de l'absence émotionnelle de son mari. Elle essayait de combler ce vide par l'organisation de réceptions somptueuses et par une attention minutieuse à l'éducation de leurs enfants. Mais elle se sentait souvent seule dans leur immense villa. Dans ce monde de l'élite où les apparences étaient reines, les jalousies couvaient sous la surface polie. Il y avait toujours des rumeurs, des chuchotements, des regards en coin. Monsieur Dubois, avec sa fortune fulgurante, n'avait pas que des admirateurs. Parmi ceux qui le côtoyaient, un personnage particulier se distinguait par son amertume palpable, Bernard. Bernard avait été un associé de Dubois, un homme que le milliardaire avait ruiné sans le moindre remords lors d'une manœuvre financière audacieuse. Bernard apparaissait parfois dans les réceptions, invité par des connaissances communes, ou simplement pour observer de loin la vie qu'il estimait lui avoir été volée. Ses yeux, souvent, croisaient ceux de Dubois. Et ce n'était pas un regard de salutation, mais un mélange de haine froide et de jalousie brûlante. Des petits signes de tension avaient commencé à apparaître, des détails que Dubois, trop pris par ses affaires, avait ignorés ou mis sur le compte de la malchance. Une fois, la portière de sa voiture de sport, garée devant la villa, avait été rayée profondément. Une autre fois, des lettres anonymes, à peine voilées, avaient été déposées dans la boîte aux lettres du personnel, parlant de justice et de ceux qui paieront un jour. Le jardinier avait trouvé des pneus de son utilitaire dégonflé plusieurs matins de suite. Tout cela, pour Dubois, n'étaient que des incidents isolés, des petits tracas sans importance dans sa vie bien remplie. Il n'avait jamais imaginé que ces petits cailloux pouvaient annoncer une avalanche. Les conversations dans les cercles mondains tournaient parfois autour de la fortune de Dubois, de la manière dont il l'avait acquise, et des personnes qu'il avait pu écraser sur son chemin. Personne n'osait le dire ouvertement, mais une sorte de ressentiment latent existait. Isabelle, plus sensible à ces ambiances, avait bien tenté d'en parler à son mari. « Tu devrais faire attention, Henri », lui avait-elle dit un soir. « Certaines personnes ne t'aiment pas beaucoup, ou du moins, n'aiment pas ce que tu représentes. » Dubois avait haussé les épaules, balayant ses craintes d'un revers de main. « Les jaloux, ma chère, ils jalouseront toujours. C'est le prix à payer pour le succès. » Il ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, la profondeur de la rancœur que ses actions avaient pu engendrer. Il y avait eu aussi cette fois où la nounou des enfants avait rapporté avoir vu un homme rôder près de l'école, un homme qu'elle avait déjà aperçu dans le quartier. Elle l'avait trouvé étrange, avec son regard insistant. Dubois avait simplement renforcé la sécurité autour de la maison et des enfants, sans se poser plus de questions sur l'identité de cet homme. Il était habitué à la surveillance, aux menaces sporadiques liées à ses affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la menace était bien plus proche, bien plus personnelle, et qu'elle avait un visage. Le visage d'un homme qui attendait son heure, patiemment, dans l'ombre de son succès. Les fissures du passé, invisibles pour la plupart, étaient profondes entre Monsieur Dubois et Bernard. Leur histoire remontait loin, bien avant les yachts et les villas de la Côte d'Azur. Ils avaient grandi ensemble, deux gamins du même quartier, modeste de Nice, partageant des rêves et des secrets sur les bancs de l'école primaire. Bernard, d'un naturel plus doux, admirait l'ambition féroce de Dubois. Dubois, lui, trouvait en Bernard une oreille attentive et un allié facile à manipuler. C'était une amitié déséquilibrée dès le départ,
mais une amitié quand même. Quand ils se sont lancés dans les affaires, Bernard avait apporté ses compétences techniques, un sens du détail que Dubois, l'homme des grandes visions, n'avait pas. Ensemble, ils avaient rebâti les fondations de ce qui allait devenir l'Empire du Bois. Mais à mesure que la fortune grandissait, l'équilibre de leurs relations se dégradait. Dubois avait pris l'habitude de rabaisser Bernard, même en public. Lors des réunions avec les investisseurs, il coupait la parole à Bernard, minimisait ses idées, le traitant comme un simple exécutant plutôt qu'un partenaire à part entière. Bernard, par loyauté ou par manque de confiance en lui, encaissait sans broncher, espérant que les choses changeraient. Dubois avait promis à Bernard une part équitable, une reconnaissance de son travail acharné et de ses apports cruciaux. C'était une promesse faite du temps où il partageait encore des pizzas froides et des espoirs fous. Mais quand l'entreprise a décollé, Dubois a vu l'opportunité de s'accaparer les bénéfices. Par une manœuvre légale astucieuse, il a évincé Bernard, le laissant sans rien. Bernard s'est retrouvé du jour au lendemain, sans entreprise, sans revenu, et avec une réputation entachée. Sa femme l'a quitté, incapable de supporter la ruine et le désespoir. Sa maison, il l'a perdue. Dubois, lui, a continué son ascension fulgurante, sans jamais regarder en arrière. Les appels à l'aide de Bernard, les messages désespérés, tout avait été ignoré. Dubois avait justifié ses actions par la loi du marché, par la nécessité de prendre des décisions difficiles pour le bien de l'entreprise. Il avait balayé les scrupules d'un revers de main, convaincu que seul l'effort survivait dans le monde des affaires. Il était monté en puissance en écrasant de nombreuses personnes, souvent sans le moindre remords, se disant que c'était le prix à payer pour le succès. Bernard n'était qu'une victime de plus sur son chemin, un dommage collatéral. Le public ne le savait pas encore, mais l'enlèvement des jumeaux n'était pas un acte isolé. C'était le point culminant d'une rancœur profonde, d'un désir de vengeance qui avait mûri pendant des années dans l'esprit de Bernard. Chaque humiliation, chaque promesse brisée, chaque appel ignoré avait nourri cette haine sourde. Les petits incidents mentionnés plus tôt, la voiture rayée, les lettres anonymes, les pneus dégonflés, l'homme rôdant près de l'école, prenaient tout leur sens. Ce n'étaient pas des actes de vandalisme aléatoire, mais des messages, des avertissements, des préludes à la tempête qui allait s'abattre sur la famille Dubois. Bernard avait attendu son heure, patiemment, méticuleusement. Il avait observé Dubois, étudié ses habitudes, celles de sa famille. Il connaissait les failles de la sécurité, les routines de la maison. Il avait tissé sa toile lentement, silencieusement, transformant sa douleur en une arme redoutable. Et maintenant, il était prêt à frapper là où ça ferait le plus mal, à faire payer à Dubois le prix de toutes ses trahisons. Les jours qui ont suivi l'enlèvement des jumeaux ont été un enfer pour Monsieur Dubois et Isabelle. Chaque minute était une torture, chaque silence une menace. La tension était insoutenable, palpable dans l'air lourd de la villa. La police était sur les dents, déployant des moyens considérables, mais les ravisseurs semblaient insaisissables, glissant entre les mailles du filet. Les instructions de rançon arrivaient par des moyens détournés, des messages cryptiques laissés dans des lieux publics, des appels passés depuis des téléphones jetables. Chaque nouvelle directive était plus complexe que la précédente, plus sadique, semblant jouer avec leurs nerfs, prolongeant délibérément leur agonie. Des disputes éclataient sans cesse entre Dubois et Isabelle. La façade de leur mariage parfait se fissurait, laissant apparaître des blessures profondes.
Isabelle, le visage ravagé par les larmes et le manque de sommeil, lui reprochait son obsession pour l'argent. Elle lui hurlait que c'était sa faute, que son mépris des autres, son habitude d'écraser ceux qui se trouvaient sur son chemin, avaient créé des ennemis. Elle disait que c'était le prix à payer pour avoir bâti sa fortune sur le dos des autres. Dubois, rongé par la culpabilité et une peur qu'il n'avait jamais connue, ripostait avec amertume. Il la blâmait pour sa naïveté, pour ne pas avoir vu les signes, pour avoir laissé les enfants sans surveillance. Leurs mots étaient des couteaux s'enfonçant dans leur cœur déjà meurtri. Les parents d'Isabelle, des figures nobles et rigides, étaient arrivés à la villa, ajoutant une couche de pression supplémentaire. Ils insistaient pour que Dubois cède à toutes les demandes des ravisseurs, craignant non seulement pour la vie de leurs petits-enfants, mais aussi pour la réputation de leur famille. Ils parlaient de l'honneur, de la dignité, des scandales à éviter à tout prix. En même temps, les médias, alertés par des fuites anonymes, commençaient à s'intéresser à l'affaire. Des journalistes campaient devant les grilles de la propriété. Des hélicoptères survolaient la villa. La pression médiatique était écrasante, transformant leur drame privé en un spectacle public. Les voisins et connaissances, d'abord compatissants, commençaient à murmurer. Les rumeurs sur le passé de Dubois, sur la manière dont il avait acquis sa fortune, sur ses ennemis, circulaient dans les cercles mondains. Des regards accusateurs étaient lancés. Des silences pesants suivaient leur passage. Dubois sentait les jugements silencieux peser sur lui, chaque coup d'œil étant une confirmation de ses propres peurs. Il était au bord de la dépression. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. Les images de Louis et Sophie, riant et jouant, le hantaient jour et nuit. Il se sentait impuissant, une sensation nouvelle et terrifiante pour cet homme habitué à tout contrôler. Sa fortune, son pouvoir, rien ne pouvait l'aider maintenant. Il était un homme brisé, à la merci d'un ennemi invisible. Le ciel de la Côte d'Azur, d'habitude si bleu et ensoleillé, semblait lourd et orageux comme un reflet de son âme. Le bruit des vagues en contrebas de la villa, d'habitude apaisant, était devenu un martèlement angoissant, rythmant ses cauchemars. L'odeur des fleurs luxuriantes du jardin, le jasmin, la lavande, qui d'ordinaire embaumait l'air, se mêlaient maintenant à celle du désespoir et de la peur. Chaque élément de son environnement, autrefois source de plaisir, était devenu un rappel constant de son impuissance et de sa souffrance. Il était prisonnier de sa propre maison, de ses propres erreurs, attendant une issue incertaine. Un nouveau coup de fil des ravisseurs est arrivé, brisant le silence pesant. La voix déformée, qui était devenue le son le plus terrifiant de son existence, a donné de nouvelles instructions. La rançon devait être livrée dans un lieu improbable et dangereux, une ruelle sombre du Vieux-Nice. Pas n'importe quelle ruelle, mais celle derrière le marché aux fleurs, connu pour ses ombres et ses recoins. Le ravisseur a insisté sur un point crucial. Une seule personne devait venir, et cette personne ne devait avoir aucun contact avec la police. Pas de flic, pas de héros, avait averti la voix. Le ravisseur a précisé que la personne devait être humble, quelqu'un que personne ne soupçonnerait. Monsieur Dubois a compris le message. Il ne pouvait pas y aller lui-même. Son visage, son statut, tout le désignait comme cible. La police, malgré ses efforts pour rester discrète, était partout. Envoyer un de ses employés ne ferait qu'attirer l'attention. Il était désespéré, au bord du gouffre, sans aucune solution viable. L'horloge tournait, et chaque seconde passée était une torture. C'est à ce moment précis,
alors qu'il était sur le point d'abandonner tout espoir, qu'il l'a revu. Le mendiant à une jambe, Pierre, était assis près de l'entrée de sa villa, comme chaque jour. Il était là, immobile, une silhouette familière, et pourtant si lointaine, indifférent au luxe ostentatoire qui l'entourait. Dubois l'avait toujours ignoré, le considérant comme une partie du décor, un rappel discret de la misère du monde qu'il avait réussi à laisser derrière lui. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Dans un éclair de lucidité, une pensée folle a traversé l'esprit de Dubois. Pierre, qui se méfierait d'un mendiant? Qui le remarquerait dans une ruelle sombre? C'était un pari fou, une humiliation pour lui, le puissant homme d'affaires, de devoir dépendre d'un homme qu'il avait toujours méprisé. Mais c'était sa seule chance, la dernière corde à laquelle il pouvait s'accrocher. Il est sorti de la villa, le pas hésitant, le cœur battant. Il s'est approché de Pierre, qui a levé les yeux, surpris de voir le riche propriétaire s'adresser à lui. Dubois a commencé à parler, sa voix tremblante, expliquant la situation, la rançon, les enfants. Il a proposé à Pierre une somme d'argent considérable en échange de son aide, une somme qui aurait pu changer sa vie. Pierre, d'abord choqué et silencieux, a écouté chaque mot avec une attention inattendue. Ses yeux, habituellement vides, se sont remplis d'une lueur de compréhension. Il n'a pas tout de suite accepté l'argent. Il a regardé Dubois, non pas avec envie ou jugement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Après un moment d'hésitation, il a hoché la tête, acceptant la tâche. Non pas pour l'argent, du moins pas seulement pour l'argent, mais parce qu'il avait vu la détresse sincère, la peur nue dans les yeux de Dubois. Il y avait une dignité inattendue chez cet homme brisé par la vie. Dubois a confié le sac de rançon à Pierre. Le sac était lourd, rempli de liasses de billets. Il a donné les instructions avec une voix à peine audible, chaque mot pesant une tonne. C'était un moment de vulnérabilité totale pour l'homme d'affaires, une rupture avec son passé arrogant. Il a réalisé qu'il mettait sa dernière confiance dans un parfait inconnu, un homme qu'il aurait ignoré il y a encore quelques jours, un homme qu'il avait toujours considéré comme insignifiant. La honte le brûlait, mais la peur pour ses enfants était plus forte. Il a vu Pierre s'éloigner, boitant mais déterminé, avec dans les mains le destin de Louis et Sophie. Pierre s'est donc rendu au lieu de rendez-vous, le sac lourd à la main, chaque pas résonnant dans le silence de la ruelle sombre du Vieux-Nice. La tension était palpable, chaque ombre semblait abriter une menace. Les secondes s'étiraient, lourdes comme des heures. Il a vu 3 hommes sortir de l'obscurité, leurs visages masqués, leurs yeux perçants. Ils ont été visiblement surpris de voir un mendiant, un homme à la jambe manquante, se présenter à leur place. Ce n'était pas l'homme riche qu'ils attendaient. Cette ruse inattendue a créé un moment de confusion, une brèche que Pierre a su exploiter. Grâce à son apparence inoffensive, à sa discrétion, Pierre a réussi à négocier, à livrer la rançon sans susciter de suspicion excessive. Les ravisseurs ont pris l'argent, et peu après, 2 petites silhouettes, terrifiées, sont apparues. Louis et Sophie, les jumeaux de Monsieur Dubois, étaient là, pâles mais sains et saufs. Pierre les a pris par la main, leur murmurant des mots rassurants. Leur présence inattendue, le fait qu'ils aient été remis à un mendiant, a désarmé les ravisseurs, qui ne s'attendaient pas à une telle tournure des événements. Au moment où Pierre et les enfants sortaient de la ruelle, la police, qui avait secrètement suivi Dubois et mis en place une surveillance discrète, est intervenue. Les agents ont surgi de partout, encerclant les ravisseurs stupéfaits. L'arrestation a été rapide, sans heurts. Et c'est là,
au milieu du chaos, que Bernard, l'ancien associé, a été identifié comme le cerveau de l'opération. Sa vengeance, qu'il pensait parfaite et sans faille, s'est retournée contre lui de la manière la plus cruelle. Il a été exposé publiquement. Sa chute morale et sociale était inévitable. L'histoire de sa ruine par Dubois et de son acte désespéré a fait les gros titres, un drame qui a secoué la Côte d'Azur. Monsieur Dubois a retrouvé ses enfants. La joie était immense, une explosion d'émotions qui l'a submergé. Il les a serrés contre lui, les larmes coulant sur son visage. Mais il était profondément changé. Cet événement lui avait fait prendre conscience de la valeur inestimable de la vie, de la famille et de l'humanité inattendue de Pierre, l'homme qu'il avait toujours ignoré. Sa gratitude envers Pierre était immense. Il lui a offert bien plus que l'argent promis. Une maison confortable, des soins médicaux pour sa jambe et un emploi stable au sein de ses entreprises. Mais surtout, il lui a offert son amitié et son respect, des choses que l'argent ne pouvait acheter. Dubois a réalisé que sa richesse matérielle ne lui avait pas apporté le bonheur et avait failli lui coûter le plus cher. Il a compris que la vraie valeur résidait dans les relations humaines, dans l'empathie et la compassion. Il a repensé à sa vie, à toutes les personnes qu'il avait blessées dans son ascension, et a pris la décision de changer, de devenir un homme meilleur, plus juste. Le mendiant, autrefois invisible, était devenu le sauveur. Le milliardaire, autrefois aveuglé par l'argent et le pouvoir, avait retrouvé son humanité. Le passé de Dubois, fait d'arrogance et de négligence, avait mené à cette crise déchirante, mais c'était son ouverture inattendue et l'humanité d'un parfait inconnu qui avait permis de la surmonter. Dans l'ombre de la fortune, c'est l'éclat d'une âme simple qui avait illuminé le chemin de la rédemption, prouvant que parfois les plus grandes richesses ne se mesurent pas en chiffres, mais en actes de bonté inattendue.